Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer cette série de cours de cosmologie et géodynamique interne avec la troisième vidéo du chapitre numéro 3. Nous sommes toujours dans la sismologie et dans cette vidéo nous allons voir le mode et l'analyse des enregistrements et quel est l'apport de la sismologie pour la connaissance de la structure interne de la Terre. Comment les ondes sismiques arrivent à la surface terrestre? Dans la vidéo précédente, nous avons vu que quelque part, suite à des contraintes tectoniques, les roches se déforment et parmi les structures de déformation, nous avons les failles. Et suite à ces ruptures, parfois, il y a déclenchement d'un séisme et par conséquent, les ondes se propagent à travers la Terre sous forme d'oreilles sismiques. Et pour décrire un séisme, nous avons besoin au moins de 3 stations situées dans des endroits différents. Dans chaque station existe des sismographes qui enregistrent l'arrivée des ondes sismiques. Et voici un exemple d'enregistrement des ondes sismiques dont nous avons besoin pour décrire un séisme. Et ces enregistrements sont appelés sismogrammes. Les sismographes enregistrent la composante verticale et horizontale de chaque type d'onde. Et vous avez à droite le dispositif d'enregistrement des vibrations horizontales qui sont enregistrées sur ce cylindre qui tourne 24 heures sur 24. Et l'enregistrement se fait sur un papier à l'aide d'un stylo. Et chaque enregistrement est appelé sismogramme. Et vous avez à gauche l'enregistrement de la composante verticale sur un cylindre qui tourne 24 heures sur 24 et également sur un papier à l'aide d'un stylo. Les trois figures représentent la manière dont le mouvement est enregistré. A, c'est le temps de repos ou bien le calme sismique, c'est-à-dire avant l'arrivée des ondes sismiques. Et en B, c'est l'enregistrement de l'amplitude de déplacement des particules vers le haut. Et en C, c'est l'enregistrement de l'amplitude des déplacements des particules vers le bas. Pour localiser un séisme, nous avons besoin de la composante verticale des ondes P et des ondes S qu'on peut facilement retrouver sur un sismogramme. Les ondes qui arrivent en premier sont les ondes P, c'est les ondes premières, et les ondes qui arrivent par la suite sont les ondes S, et après un certain temps, donc il y a l'arrivée des ondes de surface. Comment ces ondes arrivent à la station sismique? Une fois que le séisme est provoqué, les ondes se propagent dans la lithosphère à des vitesses différentes. Les ondes P, ensuite les ondes S arrivent à la station et après les ondes de surface. Après le déclenchement de ce séisme, il faut attendre une durée de temps, c'est le calme sismique dans la station avant l'arrivée de l'onde P et il y aura l'atténuation des ondes P et l'arrivée des ondes S et encore un calme sismique avant l'arrivée des ondes de surface. Le décalage entre l'arrivée des ondes dépend de la position de la station par rapport à l'épicentre et également la profondeur du foyer et le type du milieu traversé. Voici comment déterminer le décalage entre l'arrivée des ondes P et les ondes S. Dans un enregistrement, nous avons dit après le calme sismique, les premières ondes qui arrivent sont les ondes premières ou bien les ondes P, ensuite les ondes S et après les ondes de surface. Et pour déterminer le décalage entre les ondes P et les ondes S, il faut déterminer le point d'arrivée des premières ondes P, ensuite le point d'arrivée des premières ondes S et la durée ou bien le décalage TS moins TP correspond à cette durée qui est dans notre exemple égale à 6 minutes. Et ce décalage TS-TP est très important à connaître et n'oubliez pas qu'il faut avoir au moins 3 stations de mesure afin d'avoir une information raisonnable sur un séisme. Et pour chaque séisme, on peut établir
un diagramme d'intervalle TS moins TP, c'est-à-dire de décalage entre l'arrivée des ondes P et S. Pour cela, nous avons besoin au moins de 3 stations dont on connaît le temps TS moins TP et la distance épicentrale. Par exemple, la station A, la station P et la station C. La courbe TS moins TP correspond à la liaison entre ces points. Cette courbe représente le décalage entre l'arrivée des ondes P et l'arrivée des ondes S en fonction de la distance épicentrale. Et dans ce diagramme, on constate qu'en s'éloignant de l'épicentre qui est là, en s'éloignant de l'épicentre, nous avons une augmentation de ce décalage TS moins TP. Après la réalisation de ce diagramme, c'est facile de déterminer la distance épicentrale de n'importe quel point dont on connaît le décalage TS moins TP que je projette directement sur ce diagramme. Par exemple, pour un point où le décalage TS moins TP est égal à 3 minutes, l'épicentre se situe à environ 2000 km par rapport à la station. Pour chaque séisme, on peut également réaliser des odochrones des ondes P et S. L'odochrone est une courbe qui représente le temps de la propagation de l'onde en fonction de la distance épicentrale. Et pour réaliser des odochrones, nous avons également besoin d'au moins 3 stations sismiques, c'est-à-dire 3 sismogrammes. Dans cet exemple, nous avons les sismogrammes des stations A, B et C. Et pour réaliser les odochrones, on doit réunir les points d'arrivée des ondes P et S. Et pour les ondes P, donc on doit chercher le point d'arrivée des premières ondes P dans les 3 sismogrammes et la liaison entre les 3 points va former ce qu'on appelle l'odochrone des ondes P. Et la même chose pour les ondes S, on cherche le point d'arrivée des premières ondes S et la liaison entre ces points va former l'odochrone des ondes S. Cet intervalle représente TS moins TP pour la station C, c'est-à-dire le décalage entre l'arrivée des ondes P et S, et cet intervalle représente TS moins TP pour la station P, et cet intervalle représente TS moins TP pour la station A. Donc, cette zone jaunâtre correspond à l'intervalle entre TS moins TP. On constate que cette zone s'ouvre en s'éloignant de l'épicentre, ça veut dire que TS moins TP augmente en s'éloignant de l'épicentre. Et dans ce diagramme, si je connais le décalage, je peux déterminer facilement l'épicentre. Par exemple, si j'ai le décalage TS moins TP qui est égal à 10 minutes, je vais chercher d'une manière qui est parallèle à l'axe du temps jusqu'à tomber sur l'intersection des deux limites du segment de 10 minutes avec les odochrones P et S, et après je fais une projection sur l'axe de la distance épicentrale pour lire la distance épicentrale. Donc, dans un point où TS moins TP est égal à 10 minutes, l'épicentre se situe à une distance de 7750 km. Passons pour l'analyse et l'interprétation d'un séisme. La première question qui se pose, c'est comment définir l'épicentre d'un séisme. Pour ce faire, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est la méthode des 3 cercles, où nous avons besoin de 3 enregistrements dans 3 stations sismiques. Et la deuxième méthode, c'est la méthode des isosciestes, où nous avons besoin d'une carte sur laquelle sont représentées les courbes d'égale valeur d'intensité sismique. Commençons par la détermination de l'épicentre par la méthode des 3 cercles. Cette méthode nécessite l'utilisation d'au moins 3 stations d'enregistrement situées en 10 lieux différents et qui enregistrent la composante verticale des ondes P et S. Et dans ce cas, on admet que le trajet des ondes est une ligne qui est droite. La base de la méthode des 3 cercles, c'est de chercher un point qui répond aux 3 critères, le centre de chaque cercle et la station sismique.
Dans cet exemple, l'épicentre est le point qui se situe à une distance épicentrale de 3900 km par rapport à la station de Vancouver et l'épicentre se situe à une distance épicentrale de 2500 km par rapport à la station de Miami et l'épicentre se situe également à une distance épicentrale de 560 km par rapport à la station d'Halifax. Et le point qui répond aux trois critères, c'est ce point au niveau de la Malawi et c'est ce qui est qualifié d'épicentre du séisme. Et connaissant le principe de détermination de l'épicentre par la méthode des trois cercles, la question qui arrive en tête, c'est comment déterminer ces distances épicentrales. Pour calculer la distance épicentrale, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode graphique qui est la plus utilisée. Pour utiliser cette méthode, nous avons besoin des graphiques que j'ai expliqués précédemment. Chaque séisme a ses propres graphiques, le dochrone des ondes P et S et le diagramme TS-TP. Et la deuxième méthode, c'est l'utilisation d'une formule que je vais présenter après. Pour déterminer l'épicentre en utilisant le diagramme TS-TP, nous allons appliquer sur cet exemple de sismogramme. Premièrement, il faut chercher le décalage TS-TP, c'est-à-dire le décalage entre l'arrivée des ondes S et les ondes P. Si par exemple le décalage est égal à 5 minutes, je passe directement à la projection sur ce diagramme pour obtenir la valeur de la distance épicentrale qui est égale dans cet exemple à 3600 km. Ça veut dire que la station se situe à une distance épicentrale de 3600 km par rapport à l'épicentre de ce séisme. Donc la distance épicentrale est égale à 3600 km. Concernant l'utilisation des odochrones PIS pour la détermination de la distance épicentrale, également j'ai besoin de la détermination de TS-TP. Si par exemple TS-TP est égal à 3 minutes, je dois chercher un segment de 3 minutes parallèlement à l'axe du temps jusqu'à tomber sur l'intersection de cet axe avec les odochrones S et P. Et je fais une projection pour obtenir la valeur de la distance épicentrale qui est égale dans ce cas à 2000 km. Concernant l'utilisation de la méthode numérique pour la détermination de la distance épicentrale, avec une seule station, on peut écrire le temps d'arrivée de l'onde P qui est égal à T0 plus D sur Vp et le temps d'arrivée de l'onde S qui est égal à T0 plus D sur Vs. Avec T0, c'est le temps d'origine inconnu en secondes et D, c'est la distance épicentrale inconnue en kilomètres et Vp, c'est la vitesse de propagation des ondes P en kilomètres par seconde et Vs, c'est la vitesse de propagation des ondes S en kilomètres par seconde. On peut éliminer T0 qu'on ne connaît pas et isoler D qu'on cherche, c'est la distance épicentrale, par une formule qui est la suivante. Ts moins Tp est égal à D sur Vs moins D sur Vp. On peut factoriser avec le facteur commun qui est D et subdiviser sur 1 sur Vs moins 1 sur Vp et la formule devient D est égal à Ts moins Tp sur 1 sur Vs moins 1 sur Vp. La vitesse des ondes P et S dans la croûte sont telles que l'on peut admettre 1 sur Vs moins 1 sur Vp est égal à 1 sur 8. Et en remplaçant cette valeur dans la formule 4, on obtient la distance épicentrale qui est égale à 8 fois Ts moins Tp. Une fois que j'ai déterminé les trois distances épicentrales pour chaque station, je passe pour tracer des cercles sur la carte. À partir de la position de la première station, je trace
un cercle, donc le rayon c'est la distance épicentrale à partir de la première station. Et de la même manière, à partir de la deuxième station, je trace un cercle. Donc le rayon c'est la distance épicentrale 2. Et de la même manière, pour la station numéro 3, je trace un cercle dont le rayon c'est la distance épicentrale 3. Et je constate que ces trois cercles se rencontrent ou bien se recoupent en un seul point. L'épicentre est déterminé par le point d'intersection des trois arcs. La deuxième méthode, c'est la détermination de l'épicentre par la méthode des oscillestes. Cette méthode se base sur les dégâts engendrés ou bien causés par le séisme et on constate que l'intensité est décroissante en s'éloignant de l'épicentre. Ça veut dire que la zone où se situe l'épicentre, c'est la zone où nous avons plus de dégâts. Imaginez ce schéma en trois dimensions. Donc en bas, vous avez l'épicentre ou bien le foyer sismique. À la verticale, vous avez l'épicentre et ces cercles constituent des zones d'égale intensité de séisme. Donc c'est une valeur attribuée par rapport aux dégâts engendrés. Et nous allons passer après pour savoir les échelles utilisées pour déterminer cette intensité. Nous allons prendre un exemple. Par exemple, ici, nous avons une carte des oscillestes du séisme. Cette zone correspond aux dégâts engendrés, ou bien une intensité de 1 jusqu'à 3. Et en allant vers la partie centrale, nous avons une augmentation de l'intensité. Ça veut dire que l'épicentre se situe quelque part dans cette partie centrale. C'est très important de distinguer l'intensité d'un séisme de sa magnitude. L'intensité d'un séisme est mesurée en se basant sur l'observation des effets et des conséquences du séisme en un lieu donné. Et la magnitude d'un séisme correspond à la quantité d'énergie libérée au moment de la rupture des roches au foyer. Et l'intensité d'un séisme est mesurée sur des échelles. La plupart d'elles sont fondées sur la mesure des dégâts au bâtiment, ce qui a nécessité de les adapter aux évolutions des techniques de construction. C'est pour cela que si vous cherchez, vous allez trouver plusieurs échelles sur lesquelles je vais revenir par la suite. Par contre, la magnitude d'un séisme est mesurée sur l'échelle de Richter et on verra après comment déterminer la magnitude d'un séisme dans un exemple. Au XVIIIe siècle, l'échelle universelle de Rossi-Forel est l'une des premières échelles de classification de l'intensité des séismes. Cette échelle distingue 10 degrés d'intensité sismique. En 1883, Mercalli a proposé une échelle de 6 degrés d'intensité. C'est une simple adaptation de l'échelle de Rossi-Forel. Et en 1902, Mercalli a encore développé son échelle sur 10 degrés et qui a remplacé l'échelle de Rossi-Forel. Une année après, l'échelle MCS vient pour remplacer les échelles précédentes. C'est une échelle de Mercalli 1902 étendue sur 12 degrés et complètement révisée. En 1931, l'échelle MCS fut traduite en anglais et modifiée sous le nom de MWN. Et en 1956, l'échelle MWN a été modifiée sous le nom de l'échelle de Mercalli modifiée, MM ou bien MMI. Cette échelle a été remplacée par l'échelle MSK en 1964. Depuis 1998, l'échelle macroscopique européenne EMS 98 est adoptée. C'est une échelle qui combine à la fois la mesure de l'intensité d'un tremblement de terre et aussi la gravité et de la nature de l'impact d'un tremblement de terre à travers ses effets sur l'homme, sur les objets, sur l'environnement et les bâtiments.
Cette échelle comporte également 12 degrés. Nous allons essayer de voir ou bien de lire l'échelle MSK que vous avez dans le support du cours. L'échelle MSK a été utilisée pour la première fois en Inde. Il comporte 12 degrés d'intensité sismique. Par exemple, le séisme est à peine ressenti par les personnes au repos aux étages élevés. On attribue une valeur de 2. Et lorsque le séisme est ressenti par beaucoup et il y a des craquements ou bien des légers balancements des lustres, on attribue une valeur de 4. Et une valeur de 6 degrés d'intensité sismique est attribuée lorsqu'il y a des petites fissures dans les murs d'adobe et les plâtres. Et la valeur de 9 est attribuée lorsque le séisme va engendrer des écroulements partiels des constructions B, gros dégâts dans les constructions C et les glissements de terrain. Et lorsque le séisme va engendrer un bouleversement total de la surface du sol, on attribue une valeur maximale de 12 degrés d'intensité sismique. Et voici une carte de distribution des valeurs d'intensité de ce séisme. C'est une carte des OCS où on constate une augmentation des valeurs dans les villes de Meknès et de Fès, ce qui veut dire que l'épicentre est quelque part à proximité de ces villes. En 1935, non satisfait des échelles de Rossi et de Mercalli, décrivant les séismes en termes de destruction ou sensation, Richter présenta une échelle dite échelle de Richter, permettant de décrire la puissance d'un tremblement de terre à son épicentre par l'énergie mise en jeu. Et en 1956, avec Gutenberg, il montra que la magnitude 0 correspond à environ 10 à la puissance 4 joules et la magnitude de 9 est égale à 10 à la puissance 17 joules. La magnitude est une mesure de l'énergie libérée sous forme d'onde élastique. Il correspond à une valeur intrinsèque du séisme, indépendante du milieu d'observation et des témoignages de la population. Et cette relation permet de calculer la magnitude d'un séisme. M est égal au logarithme A sur T plus F delta. Et avec A, c'est l'amplitude maximale du premier cycle, et T, c'est la différence de temps d'arrivée entre les ondes P et S, c'est TS moins TP, et F delta. C'est un terme empirique compensant l'amortissement du signal en fonction de la distance. Un terme empirique qui veut dire un terme qui ne s'appuie que sur l'expérience, l'observation, et non sur la théorie ou bien le raisonnement. La magnitude d'un séisme correspond à la quantité d'énergie libérée au moment de la rupture des roches. La magnitude est mesurée sur l'échelle ouverte de Richter et la relation précédente que j'ai montrée contient le terme empirique qui est difficile à calculer par l'expérience et de ce fait il y a une autre méthode graphique pour la détermination de la magnitude en analysant le signal enregistré par un sismomètre. Ce tableau montre la relation entre l'intensité sur l'échelle MSK et la magnitude sur l'échelle de Richter. Une intensité de 1 à 2 correspond à une magnitude de 2,5 et une intensité de 11 à 12 correspond à une magnitude de 8,8 et plus. Et nous allons passer pour savoir comment déterminer la magnitude par la méthode graphique. Pour calculer la magnitude d'un séisme, nous allons prendre un exemple du séisme de Loma Prieta. C'est un tremblement de terre situé sur la faille de San Andreas et qui a causé des dégâts considérables. Voici les différentes étapes nécessaires de la détermination de la magnitude d'un séisme. Premièrement, il faut calculer le délai entre les ondes P et S, c'est-à-dire il faut calculer TS moins TP. Et pour cela, nous avons besoin de l'enregistrement dans la station sismique, c'est-à-dire nous avons besoin d'un sismogramme.
Et par la suite, il faut convertir ce délai, c'est-à-dire TS moins TP, en une distance épicentrale. Et nous avons vu qu'il y a deux méthodes pour convertir le délai en une distance épicentrale. C'est par l'utilisation des odochrones S et P ou bien l'utilisation du diagramme TS moins TP. Et par la suite, il faut calculer l'amplitude maximale de l'onde S et finalement déterminer la magnitude d'un séisme en reportant ces valeurs sur un graphique. Voici un exemple de l'enregistrement de sismogramme de séisme de Loma Prieta. Et nous avons dit donc que les premières ondes qui arrivent sont les ondes P et les ondes qui arrivent en retard sont les ondes S. Et pour calculer le délai, on doit chercher le premier point d'arrivée des ondes P et le premier point d'arrivée des ondes S. Et l'intervalle entre les deux correspond à TS moins TP. Dans notre cas, il est égal à 50 secondes. Et pour l'amplitude, c'est le pic maximal de l'enregistrement que nous allons lire sur cet axe des amplitudes. Et l'amplitude maximale des ondes S est égale à 285 mm. Et après, on doit utiliser l'un des diagrammes, soit l'odochrone des ondes P et S ou bien le diagramme TS moins TP. Par exemple, nous allons convertir le délai entre P et S en utilisant le diagramme TS moins TP. Pour cela, on passe à la projection de la valeur du délai ou bien le décalage entre S et P pour lire la distance épicentrale qui est égale à 490 km. Et par la suite, on passe pour reporter les valeurs de la distance épicentrale et l'amplitude maximale des ondes S et on relie entre les deux points et on effectue une lecture de l'intensité à l'intersection de la ligne qui relie les deux valeurs et la ligne de la magnitude. Et dans notre cas, la magnitude est égale à 7,1. Un autre exemple, en utilisant la même méthode, on doit prendre l'amplitude, c'est le pic maximal des ondes S qu'on doit mettre sur l'axe de l'amplitude en millimètres et ensuite on doit calculer le délai et parfois il y a des axes où on peut directement projeter ce délai au lieu de le convertir en une distance épicentrale. Dans notre cas, on peut mettre ici le délai directement dans cet axe et de relier entre les deux points et l'intersection de cette ligne avec la ligne de la magnitude correspond à la magnitude qui est égale à 5. On est arrivé au dernier axe de la sismologie pour répondre à cette question qui est quel est l'apport de la sismologie pour la connaissance de la structure interne de la Terre. Nous avons vu que la structure interne de la Terre est formée par des couches concentriques qui sont le noyau, le manteau et la croûte terrestre. Et à certains niveaux, il y a des discontinuités sismiques. Notamment, il y a la discontinuité de Mohorovici qui sépare la croûte terrestre du manteau supérieur. Et il y a la discontinuité de Gutenberg qui sépare le noyau externe du manteau inférieur. Et il y a la discontinuité de Lehmann qui sépare le noyau interne du noyau externe. Nous allons survoler l'historique de la définition des discontinuités en commençant par la discontinuité de Moho qui est définie par Mohorovici, qui est un pionnier de la sismologie qui a consacré la première partie de sa carrière à la météorologie en tant que directeur de l'Observatoire météorologique de Zagreb en 1892 et en tant que directeur des services météorologiques de Croatie et Slovénie en 1901. En 1901, Mohorovici commence ses observations sismologiques en profitant de plusieurs stations sismologiques équipées de sismographes et qui ont donné des sismogrammes de bonne qualité après un tremblement de terre près de Zagreb en 1909. Et ces données obtenues lui permettent d'interpréter certaines phases comme ondes réfractées
à une discontinuité qui porte son nom, qui est la discontinuité d'Oumuamua. Cette limite se situe entre la croûte terrestre et le manteau. Après Mohorovici, le sismologue Gutenberg met en évidence une discontinuité sismique à une profondeur de 2900 km et cette limite marque la frontière entre le noyau et le manteau terrestre. Et cette discontinuité porte son nom, discontinuité de Gutenberg. Ce chercheur a travaillé également avec Richter, et avec lequel il a développé l'échelle de la magnitude et la relation entre l'énergie et la magnitude sismique. Ce n'est qu'en 1936 que la sismologue Lehmann prouve que le centre de la Terre, c'est-à-dire la graine terrestre, est une sphère solide de 1220 km de rayon, qui est située à une profondeur de 5150 km et est entourée d'une pulpe liquide de 2260 km d'épaisseur. En 1981, les chercheurs ont proposé un modèle préliminaire de référence de la Terre. C'est le modèle PREM des vitesses des ondes P et S et la variation de la densité dans le globe terrestre. Nous allons essayer de lire ce modèle qui comporte trois axes. Un axe de la variation des vitesses des ondes P et S et l'axe de la variation de la densité. Ici, deux paramètres varient en fonction de la profondeur en allant de la croûte terrestre vers le noyau. Commençons à voir comment les ondes P se propagent en fonction de la profondeur. À partir de la surface, c'est-à-dire de la surface terrestre, les ondes se propagent avec des vitesses de l'ordre de 6 km par seconde et ensuite il augmente brusquement et ensuite la vitesse diminue dans cette zone et par la suite il y a une perturbation, mais la tendance c'est une augmentation. Et ensuite, les ondes vont augmenter en vitesse jusqu'à une chute au niveau d'une profondeur de 2900 km. Et les ondes continuent à reprendre l'augmentation de la vitesse jusqu'à une limite de 5150 km où la vitesse va subir également une perturbation en augmentant et il devient presque constante. Pour les ondes S, au début, c'est presque le même scénario que les ondes P. Ce qui varie, c'est juste la vitesse de démarrage des ondes S, qui est de l'ordre de 3 km par seconde. De la même manière que les ondes P, la vitesse augmente et il diminue à un intervalle et puis il reprend l'augmentation jusqu'à la disparition à une limite de 2900 km et par la suite à une profondeur de 5150 km, les ondes réapparaissent et la vitesse devient presque constante. À partir de ces deux observations, on constate qu'il y a des zones de variation de la vitesse, des ondes qui méritent d'être expliquées. Et pour cela, nous allons comparer la variation des vitesses avec cette courbe de la densité où on observe qu'il y a une nette superposition des ondes de variation de la densité avec les ondes de variation de la vitesse des ondes. Ça veut dire que là où nous avons les variations de la vitesse correspond à une variation de densité, c'est-à-dire c'est une variation des matériaux ou bien la nature des matériaux constituant de chaque zone. Et sachant que les ondes S ne se propagent pas dans le liquide, cette disparition à cette profondeur de 2900 km va nous donner une idée que le milieu rencontré peut correspondre à un liquide. Mais la question qui se pose, c'est comment les ondes S réapparaissent dans cette zone.
à une profondeur de 5150 km. C'est ce que nous allons découvrir dans la diapositive suivante. Pour expliquer la réapparition des ondes S dans le noyau interne, la présence de ces ondes indique que le milieu traversé est insolide et les chercheurs ont interprété ces ondes comme étant d'origine d'une décompression des ondes P en arrivant à la surface du noyau, c'est-à-dire une excitation d'une onde S par l'arrivée d'une onde P au niveau du noyau interne. À l'arrivée d'une onde P, à la limite entre le noyau interne ou bien la graine qui est solide et le noyau externe qui est liquide, une partie de l'onde est convertie et devient partiellement une onde S. Les flèches rougeâtres indiquent le sens du déplacement des particules. Et nous avons vu précédemment que les ondes P, dans le cas des ondes P, les particules se déplacent parallèlement au sens du déplacement de l'onde, et dans le cas des ondes S, les particules se déplacent d'une manière qui est verticale. Après la création de cette onde S, nous allons essayer de suivre sa trajectoire dans la figure à droite. Après sa création de cette onde S, il va traverser le noyau et redevient à la sortie une onde P. Et cette onde traverse ensuite le noyau externe, le manteau et la croûte terrestre pour arriver à la station sous forme d'une onde P dite retardée. Et l'existence de ces ondes P retardées, avec soit la réflexion, des ondes réfléchies ou bien des ondes réfractées, ou bien la conversion d'une onde P en une onde S, est découverte en 1936 par Lehmann, et c'est la base de la proposition de cette limite de Lehmann entre le noyau externe et le noyau interne à une profondeur de 5150 km. Il y a des abacs, c'est-à-dire des diagrammes pour distinguer chaque type d'onde en fonction du milieu traversé, en se basant sur la vitesse et l'angle d'arrivée de ces ondes. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment distinguer ces ondes par un nom, c'est-à-dire comment distinguer par exemple une onde réfléchie au niveau de la discontinuité de Lehmann d'une onde réfléchie de la discontinuité de Gutenberg, ou bien une onde qui a traversé juste le manteau. Pour cela, les chercheurs ont développé une nomenclature en se basant sur le milieu traversé. Le nom des ondes traduit leur trajectoire dans la Terre. Par exemple, une onde qui se propage juste dans le manteau porte le nom d'une onde P, si elle est une onde P, ou bien il porte le nom d'une onde S, si ça correspond à une onde S. Et dans le noyau liquide, le nom de l'onde est K. Et dans la graine terrestre, il porte le nom de I majuscule ou bien G majuscule. Et les réflexions sur la graine ou sur le noyau sont signalées par des lettres minuscules. La réflexion sur la limite de Gutenberg est signalée par C ou bien K minuscule, et la réflexion dans la limite de Lehmann est signalée par I ou bien G minuscule. Par exemple, une onde PCP, c'est une onde qui a traversé le manteau, indiquée par la lettre P, et il est réfléchi au niveau de la discontinuité de Gutenberg, indiquée par la lettre C minuscule, et il a traversé le manteau et la croûte terrestre pour arriver à la station, et qui est indiquée par la lettre P. Un autre exemple, une onde PKP, c'est une onde qui a traversé le manteau, indiqué par la lettre P, et qui a traversé le noyau externe, indiqué par la lettre K majuscule, et qui a traversé le manteau, indiqué par la lettre P, pour arriver à la station sismique.
Et pour les cas particuliers, nous allons essayer de suivre la trajectoire de cette onde SKKS. C'est une onde qui commence à partir du foyer, donc et qui rentre dans le manteau, donc ou bien qui se propage dans le manteau sous forme d'onde S. Et par la suite, cette onde rentre dans le noyau sous forme d'une conversion en une onde P. Donc ici, nous avons dit dans le noyau qui est liquide, on n'a pas une propagation des ondes S, mais cette onde, puisqu'il rentre, il va rentrer sous forme d'une onde P. C'est une conversion partielle d'une onde S en une onde P. Nous avons vu précédemment la conversion d'une onde P en une onde S, mais dans ce cas, c'est l'inverse, c'est la conversion d'une onde S en une onde P. Et puis, en arrivant cette onde P, en essayant de sortir, il y a une partie qui est réfléchie à ce niveau, c'est-à-dire de la discontinuité de Gutenberg, et qui est réfléchie, qui va se propager encore sous forme d'onde K. Et à la sortie, il va sortir sous forme d'une onde S. Et cette onde prend le nom de SKKS. Revenons à notre modèle PREM. Donc les perturbations des vitesses des ondes PIS reflètent la structure interne de la Terre. Du centre vers les périphéries, la première perturbation, c'est le changement des vitesses qui correspond à la limite de Lehmann. Et la deuxième perturbation correspond à la limite de Gutenberg. Et la troisième perturbation correspond à la limite entre le manteau inférieur et le manteau supérieur. Et la quatrième zone qui n'est pas bien visible, nous allons essayer de zoomer sur cette zone pour découvrir ça correspond à quoi. Dans cette zone existent deux perturbations. La première perturbation, c'est la discontinuité de Moreau, caractérisée par une accélération des ondes P. Et on constate que la vitesse passe d'une valeur d'environ 6,8 jusqu'à 8 km par seconde. Et après, il y a la deuxième zone de moindre vitesse, la diminution de la vitesse des ondes P, et la même chose pour les ondes S. Donc c'est une zone de diminution de vitesse, LVZ, ou bien en anglais Low Velocity Zone. Et après, ça vient la zone des vitesses élevées, ou bien la zone d'accélération des ondes P et des ondes S, qui se situe à la limite entre une profondeur de 3500 et la discontinuité de Gutenberg, c'est-à-dire à une profondeur de 2900 km. Dans cette figure, nous allons récapituler et illustrer la relation entre la variation de la vitesse en la comparant avec plusieurs paramètres. Commençons par les discontinuités sismiques, où les ondes P s'accélèrent au niveau de la discontinuité de Moreau, puis il diminue en vitesse dans la discontinuité de moindre vitesse, et puis il réaugmente dans la zone des vitesses élevées jusqu'à une chute au niveau de la discontinuité de Gutenberg. Et par la suite, les ondes essayent d'augmenter jusqu'à la discontinuité de Lehmann, où ces ondes s'accélèrent et devient presque constante dans la graine terrestre. Et de la même manière, au début, pour les ondes S, il s'accélère au niveau de la discontinuité de Moreau, ensuite une diminution dans la zone de moindre vitesse, il réaugmente dans la zone des vitesses élevées jusqu'à la disparition dans la discontinuité de Gutenberg, puisque nous avons dit donc que cette zone correspond à un liquide. Et puis ces ondes réapparaissent dans la graine terrestre. La variation des vitesses est liée aussi au comportement physique et la nature pétrographique, chimique et minéralogique du globe terrestre. Dans la croûte terrestre de composition basaltique et granitique, les vitesses ou bien les ondes S et P s'accélèrent jusqu'à la discontinuité de Moreau. Et dans le manteau formé par les péridotites, la partie supérieure est ductile, c'est une zone de moindre
vitesse des ondes PIS. Cette zone est formée par des minéraux d'olivine et de pyroxène. Et après, ça vient une zone d'accélération des ondes P dans un milieu qui devient rigide. Il est formé dans sa partie supérieure par les spinels et par des perovskites dans sa partie inférieure, jusqu'à la discontinuité de Gutenberg où la vitesse des ondes P diminue et les ondes S disparaissent. Et les ondes S réapparaissent dans la graine terrestre qui est solide. Le noyau terrestre est un alliage qui est formé essentiellement par le fer, mais aussi de nickel en pourcentage de 5% et de 10% d'éléments légers tels que le silicium, le soufre et de l'oxygène. En fonction de la distance au séisme, c'est-à-dire la localisation de la station par rapport à l'épicentre, vous avez l'épicentre ici et les stations qui sont à la surface du globe terrestre dans plusieurs endroits. Et en fonction de cette distance, des stations sismologiques peuvent enregistrer plusieurs arrivées d'ondes. Et il existe cependant une zone où on ne peut pas enregistrer ces ondes purement transmises. Cette zone est appelée zone d'ombre. Pour le cas des ondes S, nous avons ici la zone d'ombre qui est indiquée par la couleur verdâtre, et ici également pour les ondes P, cette zone est indiquée par la couleur verdâtre. D'une manière simple, voici ces zones d'ombre. Qu'est-ce qu'ils donnent en coupe? C'est le noyau qui crée l'ombre des ondes S et l'ombre des ondes P. Et c'est ce qui a permis à Gutenberg de proposer sa limite entre le noyau interne et le manteau inférieur. Pour la zone d'ombre des ondes S, pour un séisme qui se situe à ce niveau, il y aura l'enregistrement dans toute cette partie et dans la partie inférieure, il n'y aura pas d'enregistrement. Et la partie où il n'y aura pas d'enregistrement est limitée de la partie où il y aura l'enregistrement par l'angle 103 degrés de part et d'autre. Et pour la zone d'ombre, la même chose, cette zone est limitée entre deux angles. C'est entre l'angle de 103 degrés et l'angle de 143 degrés de part et d'autre. Et comme je l'ai dit, ces structures représentent des coupes. Il faut les imaginer en 3 dimensions. Prochainement, vous allez recevoir la première série des TD qui contient des exercices sur la structure interne de la Terre. Prenez le temps à répondre à ces exercices et on passera à la résolution prochainement. La troisième vidéo du chapitre numéro 3 arrive à son terme et à très bientôt dans la 4e vidéo.